Mec, pardon. J'ai même pas mis le coup de... Avec ou sans anchois, c'est le retour du Pambagna. Cette semaine, on retrouve Siem. Comment elle va? Elle va très bien, merci. Et Jérémy. Très bien. Les Pambagnas, c'est avec anchois. Oui, ça c'est vrai, les vrais Pambagnas. On est très content de se retrouver pour le 6e numéro du Pambagna Social Club. On embrasse Maurice qui devait être avec nous. On l'embrasse très fort. Au programme de ce Pambagna Social Club, on va parler du premier long métrage de Jérémy Ferrari qui s'appelle Les Cadors qui est sorti ce mercredi 11 mars. On va parler du dernier roman du Goncourisé Éric Vuillard qui s'appelle Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid aux éditions Actes Sud. C'est paru fin janvier, je crois. Et le dernier album, 5e ou 6e déjà album de Gorillaz. J'ai noté 9e. 9e mais... aussi, pareil. Non, mais... Là, ça... non, mais allez-y, affichez-moi, il n'y a aucun souci, ça serait passé crème, mais voilà, je vois qu'il y a des gens qui veulent faire les bons élèves. On commence par le cinéma. On va se débarrasser tout de suite. C'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage? Bravo ma puce. Je veux savoir pourquoi on est dans un hammam. On est dans un hammam parce que tu as en face de toi une professionnelle. T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier ton père, hein. Là-haut, le pépère Kadhafi. Les Cadors, premier film de Jérémy Ferrari. C'est un choix de Maurice qui n'est pas là pour assumer son Comme choix. par hasard. Jérémy, tu veux nous pitcher le film si tant est que ce soit possible? Ouais, alors oui, parce que le pitch est quand même c'est un élément assez important du film, je trouve. C'est c'est un personnage qui s'appelle Noé et qui apprend depuis son enfance qu'il est le fils de Kadhafi. Ce qui est pas facile à porter et apparemment ça a eu beaucoup d'impact sur son enfance et son adolescence. J'ai essayé de faire très court et très... Parfait. Voilà. C'est tellement vide. Alors, je devrais pas le dire comme ça, mais c'était vraiment pas facile à regarder. Vraiment, c'était long. Le scénario, vraiment, tenait avec des bouts de ficelle. Et puis, on était vraiment dans le cliché, quoi. Je sais pas, vraiment, il y avait des clichés qui s'enchaînaient les uns derrière les autres. Et même, les clichés n'étaient même pas de bonne qualité parce que j'attendais quelque chose peut-être un peu dans le style de ces spectacles sur le terrorisme ou bien sur les médicaments. Je me disais peut-être qu'il y avait il y aurait eu en fait des petites choses un peu plus politiques, toujours avec l'humour, mais quand même des petits messages et des recherches. Et en fait, j'étais hyper déçue là-dessus et vraiment, je m'attendais pas à être autant déçue. Parce que peut-être que j'y suis allée en me disant, il a peut-être mis aussi pas mal de cœur comme ces spectacles et je pense pas. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi le pitch m'a laissé penser. Alors j'ai pas vu ces spectacles, mais il y avait quoi, un deux pièces à Kaboul où il traite des sujets assez forts qui, quand c'est traité avec drôlerie, ça peut être vraiment très très bien. Moi j'adore Fabrice Eboué par exemple qui peut aller très loin. Mais comme c'est très drôle, il faut que ce soit très drôle. En fait, quand tu vas dans des zones un petit peu borderline, il faut que ce soit très drôle parce que sinon ça peut très vite tomber à plat. Et le pitch m'a laissé penser que ça allait être très borderline tout le temps et très drôle et voilà. Et effectivement, de ce point de vue-là, on reste un peu sur sa fin. Il y a quand même un problème de scénario qui est que jamais, à aucun moment en regardant le film, tu comprends la quête du personnage. Donc ça, c'est quand même un problème de cadrage dès le début. Moi, je trouve que l'idée, ça s'ouvre sur une parodie d'émissions de témoignages. Je trouve l'idée très bien. Tu dis, c'est l'histoire du fils de Kadhafi, machin. Je fais, OK, là, je retrouve Jérémy Ferrari. On va se poiler, il y a une bonne base. Et il y a un truc qui m'a marqué dans la mise en scène, je vais un peu dans tous les sens, c'est que le générique ou les premières minutes essaie de dynamiser le film en présentant un à un les personnages avec une musique forte, mais ça prend pas. Tu vois la volonté derrière, il y avait faire le film un peu qui va à 100 à l'heure et ça ne marche pas. Moi, ce que j'ai trouvé le plus gênant, c'est que les premières minutes semblent un peu parodiques, politiques, intéressantes, et très vite, ça tourne en rond. Moi, j'ai trouvé les blagues gênantes, vraiment gênantes. En plus, Jérémy Ferrari, il a travaillé avec Guillaume Batz, qui est un comédien en situation de handicap. Vraiment, il savait faire de l'humour noir, etc. Je veux dire, là, il y a une scène qui revient tout le temps avec une femme amputée des mains. Ça pourrait être drôle si c'était bien fait. Tout peut être drôle si c'est bien fait, en fait. Mais là, c'est vraiment gênant. Quand j'ai vu ce personnage, donc la femme qui amputait des mains, je me suis dit, ça va être un running gag qui va revenir plusieurs fois. Et ça revient un petit peu dans le film, mais je trouve que c'est très, très mal exploité. Les gags plat, c'est traité sans ambition.
Comme s'il voulait un peu éviter aussi la méchanceté, mais en même temps, du coup, il fait quand même une blague sur le fait sur son handicap, mais il va pas au bout, du coup, c'est pas drôle. Enfin, si le scénario est bien ficelé, t'as pas besoin de présenter chaque personnage avec le nom. C'est comme si, en fait, il sait très bien que c'est trop faible et que c'est trop. Enfin, il a besoin de mettre à chaque fois le nom, le prénom, et puis de faire une caricature de chaque personnage. Donc, ils sont présentés de manière Ils sont très caricaturaux. hyper. Ouais. Mais en fait, c'est même pas de la caricature qui dénonce ou qui est intelligente, c'est hyper grossier. Et Laura Felpin, On elle va en fait son parler. personnage qu'elle fait de bout Ah en oui. bout, mais c'est trop. Ouais, ça va 5 minutes, mais... Et d'ailleurs, moi, je trouve que ce personnage de Rakai qui est trop lourd, trop caricatural et tout ça, finalement, à la toute fin du film, elle l'abandonne, et c'est là où c'est ses meilleures minutes du film, je trouve. Mais c'est ce qu'on disait avec Siem, et en fait, Laura Felpin, il n'y a qu'un personnage qu'elle ne maîtrise pas, c'est la meuf de banlieue. Tu peux voir son Instagram, toutes ses interventions. Ah, ça hurlait de La rire, meuf c'était des super. RH, elle est exceptionnelle. La circassienne de la Drôme, elle est exceptionnelle. Enfin, il n'y en a qu'un qu'elle ne tient pas. Et je ne sais pas pourquoi, c'est celui que les gens lui font endosser. Ouais. C'est celui où elle est gênante. C'est pas grave de pas maîtriser un personnage. Quand t'es comédien, tu maîtrises pas tous les registres. C'est celui qui est le plus grossier, qui est le plus visible, et donc c'est celui qu'on lui redemande Ouais. et qui est le plus facilement Je trouve qu'en identifiable. fait, finalement, parce que le film est quand même très gênant à beaucoup d'endroits. Il est très gênant sur les personnes en situation de handicap, avec cette femme sans bras, qu'en gros, en fait, c'est gênant parce que le seul truc qui est un ressort comique, c'est, désolé de le dire, c'est hyper gênant, mais c'est qu'en fait, comment cette femme peut avoir accès à la sexualité sans ses mains. Ça, soit tu fais du trash très drôle, mais si tu abordes ce thème-là, tu n'as pas le droit de ne pas être drôle. Je veux dire, à un moment, tu vois, tu peux pas... Ça pardonne pas. Ouais, je trouve qu'il y a un truc avec ça qui m'a beaucoup gêné. Le fait que ce ne soit pas drôle m'a renvoyé à la gêne totale du truc. Et accessoirement, je trouve que Laura Felpin, elle fait la meuf de banlieue pour des gens qui connaissent pas les gens de banlieue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un cliché. J'ai pas prétention à connaître la banlieue, mais juste que là, ça va pas, quoi. C'est trop gros, tout est faux, en fait, et en fait, on est toujours là dans la caricature, mais c'est une caricature qui est ratée, en fait, qui est pas bonne, Moi, ils sort m'ont du- même gêné avec le personnage du chien. J'ai été gêné. Ah. La seule escapade du chien, c'est pour s'accoupler. Et les rares moments où ça marche, il y a eu quelques secondes où ça fonctionne. Il y a un moment où Jérémy Ferrari est dans une situation délicate. Et si tu veux, il s'en prend à ses autres personnages, un peu comme il le ferait sur scène. Et finalement, c'est le seul moment où ça fonctionne. Et là où... Et pour moi, il y a un problème d'emploi, en fait. Et ça, c'est un problème de format. C'est pas parce que tu es exceptionnel sur scène que tu seras faire un film. Les formats ne passent pas de l'un à l'autre. Bah, c'est ce qu'on avait dit hier. On avait dit, ouais, il y a des réunions qui peuvent se résumer à un mail, mais il y a des films aussi qui se résument à un sketch. Il faut rester, en fait, ils maîtrisent pas. Il n'y a Et- même pas de quoi faire un sketch dans 1h30. Non, franchement. Et même à la fin, le moment d'émotion avec sa mère, etc., quand il le veut faire un petit peu, qu'il est ému, c'est mal joué et ça passe pas. Et ça rajoute c'est malaisant presque à la fin, quoi. Et alors, moi, il se trouve que ce matin, j'ai lu dans le Courrier International un article qui parle, je crois que c'est Matt Damon, qui dénonce un peu le cahier des charges Netflix, où il explique que Netflix, quand ils produisent un film, ils exigent qu'on puisse le suivre en regardant un autre téléphone. Il faut que les personnages répètent sans cesse leur enjeu dans le truc, etc. Mais en fait, finalement, c'est un peu ce qu'on a vu. Dans les producteurs du film, il y a Amazon Prime. En fait, on te propose un film à un moment où tu as un peu de popularité. Tu l'acceptes parce que ça ne se refuse pas et tu l'acceptes pas parce que tu as un projet de film depuis longtemps qui est ficelé. Donc souvent, voilà, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, un truc que j'ai remarqué dans la bande-annonce, c'est le nombre de partenaires de coproduction. Okay. Et que là, je pense qu'en fait, c'est quand même, il faut quand même le dire, le cinéma, ça marche comme ça. C'est-à-dire que toi, tu fais ton scénar, tes vannes et tes machins. Et derrière, tu as des gens qui passent et qui disent ça oui, ça non, ça oui, ça non. Oui, et puis, enfin, moi, j'avais lu aussi pareil qu'il avait eu vachement de mal à mettre en place le financement. C'est un film quand même qui coûte 9 millions d'euros, donc c'est pas non plus... Ils sont pas passés dans les blagues, clairement. Pas du tout. Et en fait, je me dis, je pense que les financeurs avaient un petit peu peur aussi du cliché, parce qu'il l'explique vraiment dans plusieurs, dans plusieurs articles et même dans plusieurs entrevues pour le film, pour la promo, où il a eu du mal à récolter l'argent, etc. Et je peux comprendre pourquoi. Ouais.
Et comme on disait, bon, désolé pour le spoiler, mais bon, là, on est plus à ça près. Mais Non. finalement, les deux femmes djihadistes, en fait, on découvre qu'elles sont surtout, elles n'ont pas tant un problème politique qu'une homosexualité refoulée. Et je trouve que, moi, ce point-là, je le trouve saillant dans l'échec du film, qui est qu'au début, tu dis, waouh, on va avoir de l'humour noir sur cette histoire de Français qui partent dans le terrorisme, etc. Je me dis, ouais, là, il y a des ingrédients pour faire vraiment de l'humour noir, quoi. On va y aller. Et en fait, à la fin, ça se dégonfle comme ça, en mode, non, mais tu comprends, en fait, elles sont juste lesbiennes, quoi. Et là, je fais, waouh, putain, là, si jamais il manquait de gênance après 1h40 de film, Là, c'était le point culminant. Vraiment, c'était le moment où on s'est dit, il a coché toutes les cases, en fait. Moi, il y a un truc qui m'a gêné, je sais pas si ça a été votre cas, mais moi je trouve qu'il y avait plusieurs niveaux d'humour et du coup, j'arrivais pas moi à bondir de l'un à l'autre. Par exemple, alors bon, tu mettras spoiler alerte, mais la scène où il y a l'otage belge qui explique pourquoi il désire rester en captivité, ça m'a fait c'était rire, pas j'ai comédie. éclaté de rire. Ouais. Mais c'est un humour un peu, c'est élaboré, faut réfléchir avec l'actualité et tout. Et à côté de ça, t'as Éric Judor qui arrive pas à taper parce que évidemment il joue un personnage qui a un handicap visuel et du coup, tu vois, tu te balades entre plusieurs niveaux d'humour très. Moi, j'aime bien l'humour potache, pipi Quand c'est caca bien même, fait. ça peut me faire rire et tout. Il y a pas de souci. J'ai adoré Marsupilami que j'ai vu récemment. C'est très basique et potache comme humour. Mais voilà, le fait qu'il y ait plusieurs niveaux, que tu passes d'un endroit à l'autre comme ça m'a un peu décontenancé. Et je pense qu'il a mis en place plusieurs types d'humour pour vraiment élargir son Oui. public, en fait. Le spectre. Et donc, en même temps, il nous perd, il garde aucun type de public et il perd un peu tout le monde, quoi. Et c'est vrai, moi aussi, c'est le seul moment, là, quand il parle, en fait, de Florence Aubenas, etc., je trouve que c'était intelligent, que c'était bien amené. Et après, ça retombe. On nous met tout de suite un petit truc tout de suite après. Et en fait, on reste pas sur sur le bon moment ou sur ce qui aurait pu être un petit déclic, intéressant, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Tu penses qu'il va y avoir quelque chose, mais en fait, non, pas du tout à chaque fois. Et puis, voilà, c'est de la déception. Et on pouvait en attendre parce que Judor, il peut faire des films intéressants. Il bosse pour Dupieux. Il a quand même J'ai eu du mal à ne pas penser à un film qui a sûrement mal vieilli, etc. Mais c'était Le Boulet avec Lanvin et Poulvord. Qui, si je le revoyais aujourd'hui, je le trouverais sûrement mauvais, avec plein de clichés, etc. Mais au moins, il y avait une dynamique. Au moins, ça avançait. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas en train de dire que c'était très drôle, mais je pense que il y avait Poulvord qui fait du Poulvord et qui le faisait bien. Et ça parce qu'il y avait un peu comme ça ce truc, on est dans le désert, tu vois, on veut faire des trucs. Mais en fait, ouais, non, c'est une grande gênance, j'avoue. Et puis, les personnages dans le désert, etc. Enfin, c'est une caricature encore plus. Ils sont tous habillés de la même manière. Enfin, voilà. Enfin, Oui, c'est quand même gênant. J'avais un peu l'impression qu'on était dans les films des années 70. Ouais. Même Indiana Jones et la dernière croisade, la scène où il arrive dans le souk, c'est moins gênant. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a un truc... et encore une fois, tout ceci aurait pu être éminemment pardonnable si on était sorti en disant « qu'est-ce qu'on s'est marré », quoi. Mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que en fait, c'est le premier film réalisé par un humoriste et je trouve que là où ça pêche, c'est plutôt l'humour. Après, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue... voilà. Moi, je pense que peut-être il a été trop ambitieux pour un premier film parce qu'il a fallu tourner à l'étranger. Il y a ce contexte de marathon des sables qui doit pas être facile à reconstituer sur un plateau de cinéma et tout. Peut-être que ça l'a empêché de se focaliser sur le scénar et surtout avoir des gags drôles et comment ils s'enchaînent. Peut-être que ça a été trop ambitieux en termes de montage, ce film. Pour un premier film d'un humoriste, je trouve que c'est... Ouais, et puis surtout, je pense que l'humour, en plus, c'est le plus dur à faire parce que tu es obligé de correspondre aux cases de différents producteurs qui disent non, ça c'est trop touchy, ça non, ça oui, mais un peu plus de ci, de ça. Et je pense vraiment, et ça c'est un truc que les réalisateurs ne disent jamais en discours officiel, et ils le disent toujours en voix off, c'est en fait qu'ils ont été dépossédés de leur truc. Et ça serait intéressant de voir quelqu'un comme Jérémy Ferrari qui n'a pas sa langue dans sa poche dans quelques mois ou dans quelques années. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on l'a empêché de faire ? Qu'est-ce qu'on a enlevé pour correspondre au cahier des charges ? Mais je pense comme il veut faire apparemment d'autres films, je pense que voilà, il va rester un petit peu dans ce truc-là. Mais espérons que... J'ai l'impression que ça va marcher en fait. Alors j'ai regardé les chiffres, ce que je ne fais jamais, Marc, si tu nous écoutes, c'est Marc, le spécialiste des chiffres. Okay. En fait, par rapport aux sorties de la semaine, le film est premier. Oui, voilà. Ah, ok. Mais alors attention, et ça c'est assez intéressant si vous allez sur Allociné,
On distingue les entrées depuis la sortie et le prorata de place en avant-première. Il y a C'est énormément notamment un film d'avant-premières. qui a fait... il y a eu une avant-première à Nice à laquelle Maurice a assisté d'ailleurs. Lui, il doit y avoir des 2/3 des entrées, c'est les avant-premières. Ok. Donc ce qui Ça va être ramène intéressant, beaucoup de c'est de monde. voir en deuxième semaine. Il est devant... c'est pas une grosse période de cinéma. Il y a le film avec Lucchini, il y a le film avec Laetitia Casta et Gilles Lelouch. Il y a Scream, Il y a des choses, il y a quoi. des Il choix, est quoi. devant. C'est lui qui est devant cette Ok, ça semaine. marche. Mais je pense qu'ils font 38 000 entrées, dont 22 000 avant-premières. Oui, donc. Donc tu Ouais. sens qu'il y a eu un truc, dire allez, il faut qu'on soit premier la Une bonne première promo, semaine, quoi. machin. Ouais. Et Ils voilà. ont eu pas mal de télé. Ouais, alors- Il a fait tous les tous les plateaux Oui, quasiment là. oui, ça c'est assez ça aide. intéressant. Quand Ça un aide, film, c'est la même chose avec Le Gourou de Pierre Ninet, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as Brut, Combini, C'est à vous de Media One, tu vois, quelle époque. Là, tu sulfates hyper large. En tout cas, c'était pas un cadeau, Maurice. Moi, j'ai quand même. Alors, moi, je suis sorti, j'ai passé un bon moment. J'ai ri. Moi, j'ai ri pas mal de fois. J'ai ri pas mal de fois. Mais est-ce que c'est pas parce que tu étais avec tes gamins qui C'est riaient ça. à côté Ouais, de il y toi avait ça. Il y avait un peu ce côté subversif, borderline, que j'étais content de montrer à mes enfants. Je voyais qu'ils riaient à certains moments, donc ça m'a plutôt confirmé que c'était le bon choix et tout. J'ai pas entendu les gens rire. J'ai vu Marsupilami il y a 2 semaines. Non seulement les gens ont ri tout du long, mais les gens ont applaudi à la fin quand le générique est apparu. Qui a tout un tas d'imperfections, mais en termes de... Voilà, la mission est remplie. C'est un Oui. film comique, tu y vas, il y avait toutes les générations présentes, les gens ont ri, ils ont applaudi à la fin. Voilà. C'était pas le cas là pour le Non, là, Ferrari. franchement, c'était pas le cas. Grosso modo, j'ai quand même passé un bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Non, j'étais gêné. En plus, on s'est retrouvés avec Siem pour y aller ensemble. Il y a ce moment où tu sors et tu dis désolé. On a dit Maurice, il faut qu'il bienvenue rend l'argent, Maurice. Bienvenue au Campania Social Club. J'ai quand même fini par lui dire, mais ça sera peut-être pas toutes les semaines comme ça. Je veux dire, on s'accroche, quoi. Et alors, nous, en plus, il y avait vraiment aucune dynamique de salle parce qu'on est allé vendredi à 13h comme des chômeurs qu'on est. Et t'es 10. voilà, il y avait 3 retraités. Il y en a une qui rigolait quand même beaucoup. Derrière nous, alors elle a passé sa meilleure vie, ouais, en fait. tu C'était vois, il y a quand super. même, ouais. Et on aurait aimé être à sa place parce qu'elle, tu vois, pour le coup, elle a rentabilisé son temps. Ouais, donc on va peut-être baisser notre niveau d'exigence, quoi. En termes de cinéma, j'ai noté, moi, il y a une très belle scène et qui n'est pas une scène humoristique. C'est pour ça que je dis, c'est bizarre, il a mis le paquet sur des trucs. La scène où il va abandonner le chien dans le camion de glace, j'ai trouvé que cinématographiquement, c'était joli. Il y avait une petite émotion. Il y avait beaucoup de silence dans cette scène et de non-dit. J'ai trouvé que là, voilà, il se passe, moi, il y a eu un moment, là, il y a eu 1 minute 30. Il y a eu une vraie scène de cinéma. Ouais, Et je suis d'accord. voilà, mais en même temps, il y a ce truc où il fait cette scène-là, on sait pas ce qu'on sait pas. Elle apporte absolument rien au film. comprend pas ce Elle qu'elle veut apporte dire. absolument rien au film. Il s'est fait plaisir, je pense, en tant que réalisateur. Il avait une idée. Il y a beaucoup de silence, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qu'on comprend mais qui sont pas dites à l'écran. Et je pense qu'il s'est fait son kiff de réalisateur là, sur ce truc-là. Donc il peut faire des trucs techniques. Ah non, mais de toute façon, en fait, le vrai talent de Jérémy Ferrari, il n'est pas là. Et encore une fois, c'est un problème de format. C'est qu'à un moment, quand tu es un comédien qui fait des entrées, tu as des producteurs qui viennent te voir. Ils te disent, vas-y, moi je te mets tant de millions, tu me fais le film, en fait. Et malheureusement, si tu as des gens qui ont des très bons scénarios dans les mains, on leur donnera jamais cet argent pour faire le film parce qu'ils n'ont pas cette notoriété. Voilà. C'est ce que je me disais en plus. Je me disais 9 millions, il y a de quoi faire vraiment pour des gens, des réalisateurs qui n'arrivent pas à monter des films. Exactement. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. Et c'est la même chose voilà. en littérature. Hein. Je veux dire, Raphaël Quenard, son manuscrit, personne n'en voulait. Il avait été envoyé à plein de maisons. Et puis, quand il a émergé en tant que comédien, en l'occurrence, Flammarion l'a ressorti des cartons. Et ça a fait un carton parce que tout d'un coup, le mec est identifié. Mais, voilà, c'est un nom, ça en fait. existe dans tous les milieux. Voilà, voilà, donc, mais je pense que j'ai hâte qu'il retourne au spectacle. Voilà, parce que... Bref, on passe à la suite. Yes. Générique. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. The Mountain, le 9e, puisqu'on m'a corrigé tout à l'heure, le 9e album du groupe Gorillaz. Gorillaz, c'était quand même un projet un peu bizarre qui est apparu au début des années 2001. Ce qu'on aurait appelé, alors ça on va y revenir, ce qu'on aurait appelé à l'époque un super groupe, c'est-à-dire un groupe fait avec des musiciens d'autres groupes ou d'autres formations musicales. Et je sais pas si je me rappelle bien, mais c'était pas si officiel que ça au début, que c'était Damon Albarn, Jamie X qui était derrière. Pendant longtemps, ils se sont cachés derrière
Des pseudos. Des pseudos et surtout Des avatars. les avatars. Bon, Un côté c'était il y a virtuel. déjà 25 ans en fait. Moi, ça me rajeunit pas du tout parce que je me rappelle des singles Clint Eastwood. Sur le deuxième album, il y en avait un qui était excellent aussi de single. Enfin bref, voilà. Donc ils reviennent avec The Mountain, qui est quand même paru en grande pompe le 20 février dernier. Il y avait même une pré-écoute à la Fnac. Je n'y suis pas allé parce que m'asseoir sur la moquette de la Fnac pour écouter un disque, la pré-écoute, c'était genre 12 heures avant la sortie. Donc bon, j'étais pas assez fan. Je pouvais patienter. Je pouvais patienter. En plus, à la Fnac de Nice, il faut qu'on leur dise, il y a l'escalator qui grince, c'est insupportable. Okay. Je suis le seul à repérer ça. WD-40 sur l'escalator, s'il vous plaît. Vous lubrifiez tout ça, c'est insupportable. Qu'en avez-vous pensé, Siem, après toi? Alors, moi, je trouvais que c'est un projet hyper ambitieux. Déjà, il y a 15 titres, il y a quasiment plus d'une heure d'écoute, donc pas mal. C'est un projet artistique, tu vois, que vraiment, ils ont voulu faire quelque chose, vraiment se faire plaisir et aller creuser, aller voir des artistes vraiment, surtout, bon, là, il y a plusieurs artistes indiens, apparemment des stars de la musique classique un peu indienne, avec des instruments comme le sirod, comme l'autre instrument, comment ça s'appelle? Le oud? Non. Non, c'était un autre instrument aussi La indien. sitar. La sitar, exactement. Donc, pas mal de choses. Donc, là, ils font appel à... C'est assez ambitieux quand même. Et puis, le premier morceau, c'est un instrument... Enfin, c'est un instrumental complet, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est quand même pas rien de pouvoir se permettre de dire, voilà, on fait un morceau sans parole, que de l'instrument. Et c'est pas le seul, je pense. Il y en a d'autres aussi où il y a juste un tout petit peu de parole. C'est quand même un défi et je pense qu'ils veulent, c'est vraiment un choix et qui est ambitieux et qui dénote une vraie ambition, je veux dire, artistique, quoi. Donc c'est des choix particuliers, mais qui peuvent être pas mal, hein. À une époque où la musique a plutôt tendance à délaisser le côté album pour s'intéresser qu'aux singles, aux plateformes, etc. Moi, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on appellerait à une époque, désolé, je vais passer pour un vieux con, mais un concept album, un peu comme ça, avec ce grand morceau d'ouverture, etc. C'est vrai que ça fait plus penser aux années, en gros, de la fin du millénaire, quoi, que les années 2010 ou 2020, quoi. Jérémy? Ouais, moi, je partage, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Siem sur l'ambition. Moi, en fait, j'ai découvert à l'écoute que ça allait être beaucoup influencé par la musique indienne. Alors, en lisant après, j'ai aussi par la mort, en fait, beaucoup influencé par la mort, parce qu'en fait, il y a des pistes, des pistes de voix de Dennis Hopper qui datent d'il y a 20 ans, je crois, un projet qu'ils avaient fait ensemble. Ils avaient même envisagé de mettre des voix de Lou Reed, j'ai lu, en fait, aussi sur un projet sur lequel ils avaient travaillé. Qui avait participé au 3e, 4e album de son vivant. Mais les enfants n'ont pas accepté, je crois, ce que j'avais lu aussi, donc n'ont pas accepté. Et dans une interview, Albarn, il dit, voilà, moi, je traverse une période où j'avais envie de faire un album concept qui allait parler de la mort, et il disait, et du coup, j'avais envie qu'il y ait aussi des gens qui sont morts qui participent. Donc, c'était sa manière d'introduire des voix d'artistes disparus et tout. Ça, c'était intéressant. Le côté fusion, si tu as par exemple un snack en ville qui sert des avocado toast et des planches burger avec les briques apparentes, les ampoules à filaments et tout. Et la carte écrite à la main avec de la craie. Voilà, la musique est fusion, le tutoiement est facile et tout, tu vois. Tu es là, tu mets Gorillaz en fond, là, musique fusion, cuisine fusion. Voilà, on est bien, voilà. En musique, je suis moins fan de la fusion. J'avais l'impression que c'était je soupçonnais parfois que c'était parfois un peu trop un artifice et pas, voilà, de certains points de vue. Mais là, il y a quand même des super morceaux, les singles sont excellents, le morceau d'ouverture est super. Je pense qu'il y a un état d'esprit, en fait. Il faut l'écouter avec un certain état d'esprit. Et puis, il y a aussi, je suis d'accord sur le côté, en fait, un peu commémoration des morts, parce que Tony Allen, pareil, on le fait chanter. Ça fait, je pense, presque 15 ans qu'il est mort. Donc, et puis, ça rejoint un peu leur histoire personnelle, hein, puisque tous les deux ont dû faire face à la mort de leurs parents récemment. Albarn, il est allé directement en Inde disperser les cendres de son père, etc. Donc, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de la mémoire. Voilà. Et tout, quoi. Et puis l'Inde, ça s'y prête bien. Donc, oui, ça, c'est pas mal. Il y a des morceaux qui sont plus agréables à écouter que d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus... on sent que je suis d'accord, un peu fusion, un peu alambiqué, un peu... on a voulu faire un peu musique du monde et des fois, ça se perd un peu. Et puis, bon...
Je pense que le travail sur les instruments est nickel, mais après, les paroles, ça reste un peu pas terrible. En fait, ce qui marche très bien avec Gorillaz, c'est aussi la limite, c'est que contrairement à ce qu'il fait dans Blur, sa voix est hyper compressée tout le temps, comme à travers un mégaphone. Je trouve que c'est à ça que tu dis, ok, on n'écoute pas Blur, on écoute Gorillaz. Avant même de voir s'il y a des sitars ou pas. Moi, ça me gêne un peu. La compression de la voix, tu sais si t'es chez Gorillaz. C'est même plus que ça, c'est le filtre du téléphone de Mémé. Oui, voilà, dans les deux garages. Donc c'était bien dans Vidéo Kill the Radio Star il y a 50 ans, mais il faut lui dire qu'il peut arrêter maintenant. Alors moi, je trouve que ça... Il y a des duos où en fait la voix de l'autre chanteur est pas filtrée, la sienne est filtrée, tu vois. Du coup, tu vois vraiment tu as envie de dire, enlève-le, le filtre. Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'ai 2 morceaux que j'aime vraiment énormément. Bon, l'intro et les 2 morceaux qui suivent, en fait, Happy Dictator avec les Sparks, c'est quand même très très bon. Le single Orange County, The Hardest Thing, là, je trouve ça marche hyper bien. Et c'est un peu ce mélange qu'il y a, c'est que c'est quand même un concept album, etc. Mais il y a typiquement The Hardest Thing, là, Orange County, typiquement tu as le gimmick qui est sifflé, tu vois, c'est un truc qui te capte très 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 vite. Et après, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à passer de ça à des morceaux beaucoup plus longs, qui démarrent lentement, etc. Donc il y a un peu ce truc où mon oreille, si tu veux, dès les 2 premiers morceaux, ok, pour l'intro, je rentre dans le mood, je me tape les 3-4 premiers morceaux qui sont assez single, et après, j'ai l'impression que l'album arrive dans un ventre mou. C'est pas un reproche, parce que chez moi, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que beaucoup de morceaux se ressemblent un peu, on sait pas où on est, etc. Bon, après, je pense que c'est quand même un bon album de bonne facture. Je trouve que c'est plutôt bien. Après, c'est marrant de voir que ce que je trouve intéressant, c'est que ce groupe qui était un peu un événement comme ça, finalement, il dure en fait. Et 9 albums, c'est pas rien. Tu parlais de la mort, etc. Mais c'est plus des genoux en fait. Hein. C'est pas leur faire offense, mais ils ont passé la 50aine tous les deux. J'ai plutôt marché. Et un truc qui m'a plu, pardon, excusez-moi, il y a pas, ou alors j'ai mal écouté l'album, dites-moi, mais il y a pas le moment où le rappeur il lâche son flow. Si, et moi ça m'a pas trop plu d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas utile. Parce que ça, il avait déjà fait. Quand il y a le chanteur syrien, il y a un petit truc comme ça. Il y a au moins 1 ou 2 morceaux où il y a du flow de rap comme ça. D'accord. C'était mon choix. Je vais l'assumer devant vous. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'album de Gorillaz ? Non, franchement, c'est bien. Ça va très bien marcher en festival cet été. Il n'y a aucun souci. Ils vont nous faire une belle scénographie avec des rappels de l'Inde et tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la littérature, chers amis ? Passons. C'est parti. C'est encore un de mes choix, donc je vais assumer. Je m'appelle Éric Vuillard et je viens vous parler de mon dernier livre, Les Orphelins. C'est un livre qui est venu d'une photographie, une photographie qui fait aujourd'hui la couverture du livre, où l'on voit 2 jeunes gens, un jeune homme et une jeune femme. La jeune femme qui a un revolver, le jeune homme s'appelle Jesse Evans, et c'était un compagnon de Billy. Ce qui m'a frappé dans cette photographie, c'est l'espèce d'insolence souveraine au fond de ces 2 jeunes gens. Ces jeunes gens nous regardent et c'est comme si, d'une certaine manière, ils nous toisaient et presque ils nous menaçaient. En tout cas, ils se défient manifestement. Et on va parler maintenant de littérature. Jérémy, qu'avais-tu choisi initialement ? Initialement, j'avais suggéré le dernier roman de Philippe Besson qui s'appelle Une pension en Italie. Chez Julliard. J'ai lu un roman de Philippe Besson que je conseille à tout le monde qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, qui a été adapté en film. J'ai pas vu le film, mais que j'ai adoré. Et du coup, il faut dire, on cherchait vraiment un roman. Hein. Du coup, j'ai dit, écoutez, il y a peut-être celui-là qui est pas mal et tout. Ça se lisait pas trop mal, mais je voyais pas trop où ça menait. Donc, puis les ficelles étaient grosses aussi. Ouais, voilà, c'est vrai. À partir du moment où il y avait la description, on va pas le faire, mais à partir du moment où il y a la description du cuisinier, Sandro. Ah, tu l'as vu arriver. Moi aussi, j'ai compris tout de suite. C'est là où Arrête avec tes mensonges. Il y a vraiment un truc très accrocheur au début. Et une question qui va rester en suspens pendant une bonne partie du livre et tout, c'est vraiment super. Tu devines tous les trucs. Je pense que c'est un livre un peu commande. Là, chaque année, tu nous fais un livre avec des bons sentiments, des machins, des trucs pas trop subversifs et tout. Et après, j'ai pas fini parce que Anthony m'a dit on change moi aussi. de bouquin. Moi aussi, j'ai pas fini. J'ai fait la moitié. La fuite, je sais pas comment est-ce que le père revient. C'est peut-être très bien. C'est peut-être très bien. Je le finirai. Je pense que je le finirai peut-être. Tu me diras comment moi, est-ce qu'il revient. Moi, j'ai fait la revient. même chose. Pour le prochain numéro, j'ai commencé Le visage de la nuit de Cécile Coulon. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Cécile Coulon.
et j'ai arrêté en cours de route. La maturité, c'est ça, c'est s'arrêter quand un livre ne convient pas, en fait. Oui, voilà, il y a pas trop de s'imposer des livres. choses. Ouais, Ouais. il y a trop de livres et pas assez de temps, donc autant. Je m'inquiète pas pour Philippe Besson. En Ah tout non, cas, je pense que ça va Oui, non, marcher. mais c'est pour ça qu'on se permet. ça- Ouais. Mais ça se lit bien, hein, ça se lit, Oui. c'est hyper fluide. Et puis moi, j'ai bien aimé au début quand il parle du prof d'italien, lycée Masséna, etc. Ouais, en plus, ouais, je Tu vois, il y avait un petit truc qu'il y avait comme un ça côté là, de régional. chez nous, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Mais Ouais. c'est après que c'était un Ça peu... sera certainement adapté en téléfilm je sur pense, France ouais. 2 Il y a de quoi ou faire. voir au cinéma. Voilà. Alors Voilà. justement, moi, il y avait un livre que je voulais lire qui s'appelle Le dernier Éric Vuillard, Les orphelins, une histoire de Billy the Kid. C'est toujours chez son éditeur historique Actes Sud. Éric Vuillard, pour le dire rapidement, c'est un auteur qui est aussi scénariste-réalisateur, mais il est surtout, alors il est connu pour tout un tas de trucs, mais ses deux plus gros faits d'armes, c'est quand même L'Ordre du Jour qui a obtenu le prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année. 2017, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et un autre très grand roman, Une sortie honorable, toujours chez Actes Sud, que j'ai adoré, que je vous recommande vivement les deux. Est-ce que tu veux le pitcher, Siem ? Bah, en fait, l'auteur fait le retour au conditionnel, hein, sur la vie de Billy the Kid. On a très peu de choses, on a peut-être un procès verbal en fait de l'assassinat, etc. Et il retrace en fait tout son parcours, mais avec beaucoup de conditionnels. Il sait pas grand-chose. On comprend très vite que il y a un parti pris, que il veut en fait nous arracher de l'empathie par rapport à ce personnage qui est maltraité par cette Amérique hyper violente du 19e siècle. Et en fait, il retrace un petit peu tous les personnages en fait qui sont des personnages clés en fait d'une société voilà, juste après la guerre de sécession, donc le shérif, etc. Et donc, on voit, il retrace un peu cette Amérique qui est hyper violente, hein. On voit bien que là, c'est les bases de l'Amérique d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'il voulait montrer. Ouais. Le parallèle entre l'origine de cette Amérique, ça explique pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que c'était son intention première. Et donc, il fait tout ce trajet, en fait, sur ce personnage de Billy the Kid. Mais je dirais presque que le personnage de Billy, c'est presque... pas une anecdote, mais ça lui permet de rentrer dans une histoire un peu plus grande. Et moi, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est quand il finit sur la vie du frère, en fait. Ouais. Et je trouvais que c'était une jolie... voilà, il y avait une belle opposition entre le frère qui meurt avant 20 ans, 17, où on ne connaît vraiment pas son âge, hein, mais avant 20 ans, et l'autre frère qui a une autre trajectoire et qui meurt hyper vieux à l'âge de plus de 70 ans. Enfin, et je trouvais que c'était pas mal. C'était une jolie fin parce qu'on mettait en opposition deux trajectoires, deux destins. Franchement, ça se lit bien, hein. Moi, j'ai pas mal aimé, c'était pas mal. Après, il y avait des longueurs. Il y a un côté un peu presque trop historique et on sent que c'est quelqu'un qui aime bien aller faire des recherches, aller farfouiller. Et ça, moi, enfin, tu vois, quand tu as fait des études d'histoire, tu reconnais et t'aimes bien, quoi. Mais c'est dommage qu'il y ait des longueurs dans un livre aussi court. Exact. C'est un peu là où ça pêche, mais je suis d'accord avec toi. Et après, des fois, on se perd un petit peu avec tous les noms de personnages, etc. Moi, ça m'a un peu, des fois, en un fait, peu perdu. il y a un moment, il fait du name dropping. Il arrête pas de dire. Ouais. Alors lui, c'était le fils de machin qui était lui-même le cousin de truc qui bossait dans l'usine de machin. Et à la fin, moi, les noms, j'arrivais plus. Donc, en gros, il y a deux bandes qui s'affrontent. Lui, la bande de Pat Garrett et lui, là. Et du coup, je revenais en arrière pour dire attends, mais ça, c'est la bande des machins ou c'est la bande de Billy, je sais plus. Ouais. Ils te jettent trop de noms. La plupart ne sont pas du tout utiles à l'histoire. Oui, moi, je pense, c'est pour dire j'ai fait des recherches, donc j'ai les noms, je vous les donne, mais nous, on n'arrive pas à suivre. Ah, je suis d'accord. Moi aussi, il y a plein de fois où je me disais, mais est-ce que je suis pas assez concentrée parce que j'arrivais plus à remettre et je revenais en arrière, pareil comme toi. Donc ça, c'était un peu. Mais il y avait des choses intéressantes, hein. On apprend pas mal de choses sur cette société américaine, etc. Enfin, mais c'est un peu longué, quoi. Et il y a un stratagème narratif qui revient et qui serpente tout au long du livre et qui, moi, m'a vraiment coûté. C'était vraiment pénible. C'est qu'en chaque début de chapitre, il décrit une photo. Donc, c'est-à-dire que vous avez la photo. Parce qu'à la limite, bon, la description de photo, c'est quand même un classique de la littérature, notamment dans l'autobiographie, etc. On retrouve toujours des photos qu'on décrit, etc. pour essayer de leur faire dire des choses. Mais là, on a la photo plus lui qui nous décrit la photo. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu pénible. Moi, pour le coup, contrairement à Siem, je sortais de la lecture de ces deux meilleurs livres et du coup, la douche froide a été vraiment glacée. Et il y a deux choses qui me semblent importantes. Moi, les deux livres que j'ai lus
Éric Vuillard, c'est l'ordre du jour, ou qui commence quand même par une réunion des industriels allemands qui vont faire allégeance au nazisme par peur du communisme pour leurs affaires. Et après, j'ai lu Une sortie honorable, qui est quand même l'histoire des sénateurs et des députés français pendant la débâcle d'Indochine, et eux, ils sont complètement déconnectés. Et en fait, je me suis dit, Éric Vuillard est un génie quand il décrit un objet qu'il méprise. Et là, le problème de Billy the Kid, c'est qu'il ne méprise pas Billy the Kid. Mais il méprise l'Amérique, je pense. Exactement. Il utilise beaucoup d'emphase et de grandiloquence pour donner de l'épaisseur à son propos. Et je me suis dit, il use le langage. C'est-à-dire qu'à un moment, il abîme ses propres mots. Et à chaque fois, il a des qualificatifs pour donner de l'épaisseur à un événement. Et en fait, moi, là où je trouve Vuillard très fort, c'est quand il le réduit. Au lieu d'agrandir les plaines, tu vois ce que je veux dire, d'ajouter des trucs chevaleresques et tout. Ah mais oui. en fait, c'est quand même ce qui aurait été, moi, je pense, réussi. Et là où il aurait excellé, c'est à réduire le propos. C'est-à-dire, et nous, on aurait fait le travail inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une histoire de voleurs de bétail, de voyous, de petits bandits sans morale qui vont quand même faire allégeance les uns aux autres, changer de camp, se tirer des balles dans le dos. Et ça, je trouve, il y a un côté, entre guillemets, je le dis pas, il y avait un côté minable à exploiter littérairement. Le seul truc qui est vraiment intéressant, mais encore une fois, c'est pas assez creusé dans le texte, c'est que évidemment, on est sous Trump, on le lit à un moment où l'Amérique redevient plus que jamais belliqueuse, violente, elle est fracturée, quoi qu'on en pense. Et oui, tu dis, c'est quand même un pays qui est construit sur ça. C'est vrai que ces voyous, on s'est servi d'eux pour aller conquérir l'Ouest et en gros faire le ménage avant que vraiment l'État s'installe. Donc on s'est bien servi d'eux. Certains vont finir dans les premières forces de police en fait, parce que finalement, ils sont là, ils ont montré qu'ils savaient manier des armes et tout. Et je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis content qu'il n'ait pas enfoncé la porte ouverte de faire le parallèle avec Trump et tout. Ça aurait pu être... Je pense que les journalistes qui l'interrogent sur le livre le ramènent beaucoup à ça. Et une autre anecdote que j'ai trouvée intéressante, c'est quand tu apprends qu'en fait, les voleurs de bétail, ils volent du bétail pour vendre de la viande pas chère à l'armée américaine. En fait, il y a un truc vicié dès le début dans l'ADN de ce pays qui se construit. Le capitalisme de base, en fait. Ouais. Le profit avant tout. Et en fait, non, ça c'est pas mal décrit. En fait, on comprend pas mal de mécanismes là-dessus, en fait, sur ces éléments-là. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, enfin, parfois il y a de belles images quand même. Hein. Il fait des belles descriptions où c'est un peu fort, donc ça c'est pas mal. Mais j'ai pas trop aimé en fait au début quand il nous oblige à avoir un peu de l'empathie et même de la pitié pour Billy the Kid. En fait, il veut absolument, dès les premières qu'on pages, l'adore et qu'on soit et en vraiment empathie que avec c'est lui. un pauvre orphelin, etc. Et moi, ça, j'ai pas... Oui. Tu vois, Il force un peu le lecteur à avoir de l'empathie très De- tôt. ouais. Et c'est pas Alors qu'il nous a pas encore dit qui il était vraiment. exactement. c'est ça. Moi, j'aurais préféré laisser qu'on me laisse Oui. une... T'aurais eu de l'empathie Voilà, exactement. sans qu'on te Mais, force à en quand avoir. je Quoi. dis, c'est un pauvre de 17 ans, etc. Et puis, le gars qui va le tuer, il a 15 kilos de plus de viande. Voilà, et c'est presque cette image un peu de... Voilà. Donc, il insiste. C'est un peu, des fois un peu grossier. Oui. Et j'ai trouvé la critique française assez tendre avec ce livre, alors qu'ils sont forts, ils savent très bien. Pour le coup, il risque plus grand-chose. Vuillard, on aurait pu dire, c'est pas un très grand Vuillard. Et je les ai trouvés vraiment assez tendres avec ça. D'ailleurs, ça me gêne parce qu'il dit énormément on ignore, on ne sait pas, on ignore ce qu'il a fait, là on a perdu sa trace. Là. Moi, ça me dérange pas. Parce Mais qu'en plus, lui, il dit, moi, je vais pas tomber dans le roman, je vais pas... voilà, il y a des romans sur... Enfin, il y a des fausses biographies de gens qui ont côtoyé... Enfin, il y a des biographies de gens qui ont côtoyé Billy the Kid et qui ont servi à forger sa légende et qui sont basées sur des bobards, en gros. Donc, moi, je vais pas vous raconter... Voilà, donc il dit, je sais pas. Mais du coup, il passe son temps à dire, je sais pas. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Moi, en refermant le livre, j'ai pas... Je sais pas vraiment qui est Billy the Kid. Bon, ok, il y a pas de trace. Et lui, il a refusé... il s'autorise pas à romancer, à broder là où il y a des trous, et il y a beaucoup de trous dans le script, hein. Sauf à la fin. À la fin, là, il se met à nous raconter l'histoire du scène avec le petit frère, là, où en fait on imagine le grand frère et Billy the Kid qui jouent sur une paillasse et tout. Je me suis dit, il passe tout le roman à nous dire qu'il va pas broder, et à la toute fin, il nous brode un truc. Alors ça, moi, on est sûr qu'il a aucune trace de ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il enfreint son propre règlement sur un truc que je trouve pas spécialement utile. C'est histoire de nous dire... ou alors c'est une mécanique un peu tirée par les cheveux, de dire cette personne qui s'apprête à mourir, ça a été un enfant, et donc c'est triste toujours d'imaginer enfant quelqu'un qui
On reste toujours un enfant, donc c'est aussi un enfant qui meurt ce jour-là. J'ai trouvé ça un peu facile, un ressort un peu... Ouais, j'ai pas compris le pourquoi. Ouais, je suis d'accord avec Jérémy, en fait, parce que moi aussi, j'aurais aimé que de temps en temps, il romance même. Ah oui. Moi, c'est pas un livre d'historien, On donc n'aurait pas voulu. Hein. franchement, pas du tout. Et ça aurait donné un petit peu plus de corps à l'histoire. Et en plus, il dit voilà que lui, il est là pour défendre Billy the Kid, mais Billy the Kid, il est utilisé de deux manières. En fait, le shérif fait une pièce de théâtre sur lui, donc il est utilisé dès le début. Et lui aussi, en fait, d'une certaine manière, il fait un livre sur lui. En fait, Bien sûr. c'est un moyen aussi. Donc, moi, j'aurais vraiment aimé qu'il romance et voilà, de permettre d'apprendre autant de choses. Hein. Il aurait gardé tout ce qui était réalité, mais de pouvoir avoir quelque chose, un récit plus fluide, moins saccadé. Voilà, ça c'était un Ouais, peu, c'est coupé en... C'est pas tout à fait une enquête. Des fois, il passe un temps infini à nous raconter des trucs dont on se fiche un petit peu et on voit pas où est-ce qu'il va en venir. Et je pense qu'il a été fasciné enfant, peut-être qu'il a grandi à l'époque des western spaghetti et des trucs comme ça, et que du coup cet univers-là l'a fasciné. Mais moi, je trouve qu'il échoue à nous transmettre cette passion. Ouais, je voulais venir justement parce que ce que j'avais aimé dans les précédents, c'est qu'ils nous donnent à voir des choses qui n'ont pas souvent été représentées, la réunion des industriels allemands, la pause du déjeuner en face de l'Assemblée nationale dans les années 50. Et là, ils nous donnent à voir un truc qui a été archi-fait en fait. Le western... Peu importe que ce soit des descriptions fidèles ou pas, moi je sors du jeu vidéo Red Dead Redemption. Donc si tu veux l'image du Far West, c'est bon. Tu connais. Je l'ai. Et lui, il nous en fait des tonnes avec... j'exagère, mais à un moment, je me dis, mais il nous sort encore le cactus, la vieille ferme. Et il parle toujours grands espaces, liberté. Ouais. J'ai compté combien de fois il disait liberté et grands espaces. J'ai envie de dire, c'est bon. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, il usait Ouais, le c'est vrai. langage, parce que là, moi, ce que j'ai aimé chez Vuillard, c'est je vais vous raconter un truc minable, mais dont vous soupçonnez pas à quel point il est un truc important ou le miroir de quelque chose. Et là c'est le problème, c'est qu'il nous raconte un truc grandiose et il essaye de lui donner des doses de stéroïdes à grands coups de trucs emphatiques, etc. De ce point de vue-là, c'était une déception. Parfait. Mais magnifique. Est-ce que vous avez des trucs à nous conseiller? Parce que nous, même ça, on va prendre ça. Jérémy, il me semble que tu avais un coup de cœur. Bah oui, j'en ai parlé déjà, c'est Marsupilami en fait. Moi j'y suis allé en disant ça va pas être top, mais en fait mon fils voulait le voir, j'ai dit on y va. J'ai adoré, c'est la bande à Philippe Lachaud, pour ceux qui savent pas, donc alibi.com, particulièrement Babysitting. Donc humour très potache, mais ça marche vraiment vraiment beaucoup. La salle était encore pleine, ça faisait plus de 3 semaines qu'il était sorti. Il a passé les 5 millions d'entrées là, donc je pense que c'est largement mérité. C'est très potache, très pipi caca, en même temps très visuel. Il adapte une bande dessinée, donc je trouve que c'est ça, de ce point de vue là, c'est très réussi. La salle était pliée, il y avait des grands-parents avec les petits-enfants, tout le monde riait, enfin intergénération, les gens rient, les gens ont applaudi à la fin. Moi, j'ai Ok. plein de bouquins que tu m'as affilés que je dois lire. Donc, Oui, ben voilà, je vais je vais avancer faire mon coup de là-dessus. cœur alors. Ah oui. Oui, je t'ai passé le dernier roman le premier, enfin je crois que c'est son premier en tant que roman de Louisa Youfsi qui s'appelle La Grande Méthode à la Fabrique, qui raconte l'histoire d'une famille algérienne, d'origine algérienne, qui doit retourner au pays, enterrer le père. Et on est entre un truc très romanesque et très lyrique, et c'est très très intéressant sur l'histoire de l'immigration, l'écart entre les générations. Voilà, j'en dis pas plus parce que Siem ne l'a pas J'ai pas encore lu. oui. Ouais. Voilà. Est-ce que je vous remercie? Évidemment. Oui. Merci. Merci à Chaleureusement. toi, merci à vous. Écoutez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'était 1 heure riche Merci. en émotions. Pas merci à Maurice, mais un bon rétablissement quand même, Bien sûr. qui nous reviennent. On verra peut-être aussi le retour de Marc quand on aura fini de travailler. On J'espère. l'embrasse. Salut à tous. C'était le Pambagna Social Club et à bientôt. Bye bye. Au revoir.